Bonjour! Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à un autre Bonjour. épisode des Techniciens. On a avec nous Daniel Filion. Allô, Daniel? Bonjour, M. L'éducateur. Rousseau. Bonjour, Mme Santerre. Ouh là là, on est formel. Je rends Ok, ça là, on va- formel. Ça va-tu masquer le fait qu'on se connaît depuis des années? Puis, Ouais, non? c'est ça. On va mettre ça sur la table. Là. T'es mon boss, puis on se connaît depuis bientôt longtemps, puis on est super amis, puis on joue à des jeux de société non-stop. Là. Fait que voilà. Mais t'es super intéressant à entrevuer. T'es tout le temps le fun à expliquer le comportement félin. Fait que pourquoi pas te laisser cette belle tribune? Ben Écoute, oui, j'ai absolument. de Merci la misère à beaucoup. réfléchir juste parce que tu as dit le verbe entrevuer. C'est un verbe. Là-dessus, je peux pas aller plus loin. Effectivement. Mais bref, oui, merci d'avoir accepté comme de notre invitation, Daniel, parce que on s'appelle les techniciens, il y a le mot chien, mais c'est juste qu'on trouvait que technicien et technichat, ça sonnait comme... Bref. C'est un petit peu long, hein? C'est pas très marketing. Surtout pour un gars comme moi, C'est ça, marketing, j'aurais dit non. Allez-y avec technicien, c'est correct. Ouais, puis on avait aussi pensé au genre, mais là, c'était weird. Là. Féminin, technicienne, technichat, non. Non, merci, non. Non, vous êtes bon. Très, très, très bon nom. Très beau logo. Bravo pour ce que vous avez fait à date. J'adore ce que vous C'est faites. C'est gentil. vraiment le fun. Merci Mais beaucoup. bref, on voit plein de gens sur différents sujets, puis on s'est dit que c'était intéressant d'aller avoir comme un entretien avec toi formel, si on peut être formel, Francis et moi, là, le plus qu'on peut, mettons, Bonne chance. pour un peu parler de ce que tu fais et tout. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par « T'es qui, Daniel Filion, l'éducateur? Est-ce que t'es juste une personne qui fait des jeux de mots? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière? » C'est vrai que chez Duchateur, on aime beaucoup les jeux de mots avec nos chavoirs, nos félins internationales, nos félins intensifs, Oui, on adore ça. Notre clavardage à l'interne qui s'appelle EduChatting. Oui, du chafon aussi. On a tout ce qu'on fait. Je pense en tout cas, en 15 ans, parce que ça fait 15 ans qu'Éduchateur existe. En fait, c'est la 15e année aujourd'hui. On fête notre 15e anniversaire cette année. Hey. Et oui, je pense qu'on a fait le tour de tous les jeux de mots possibles avec le mot chat et félin en français. Je pense que... Ouais, ben à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui intègre l'équipe, c'est genre bienvenue parmi nous, puis là, on écrit minou. Parmi nous. Ben, je suis bien contente que vous ayez fait le tour. Comme ça veut dire qu'il n'y en a plus. Moi, mon non, amour. il y en a encore en réserve, Laurence. On les a pas toutes utilisées. Ouais. Ça, c'est probablement une des raisons que je fais partie de l'équipe, encore les jeux de mots. Oui, je sais que c'est comme ça qu'on tient, Francis. Sans blague, si on parle de la personne avant l'éducateur, moi, j'ai été très longtemps dans le domaine corporatif, donc j'ai étudié dans le domaine des communications, du design, l'imprimerie, tout ça. Par la suite, j'ai commencé à aller un petit peu plus creux au niveau de la gestion d'entreprise. Donc, dans les dernières années, c'est plutôt là que j'étais. Donc, service à la clientèle, j'ai été directeur général, j'ai été directeur de département de marketing de communication, j'ai fait du redressement d'entreprise, j'ai fait un paquet de choses comme ça. Puis c'est justement... Pas rapport au chat. Absolument aucun rapport au chat. Le seul lien qu'il y a eu avec le chat, c'est ce qui a tout démarré ça. C'est qu'à un certain moment donné, je suis allé faire un emploi, dans le cadre de mon emploi, je suis allé travailler pendant 3 mois en Suisse et j'habitais sous un vétérinaire. Et ce vétérinaire-là, moi, j'avais promis à ma blonde, quand que je reviens, on va l'adopter, notre Maine Coon qu'on veut depuis des années. Puis là, j'ai développé une amitié avec ce monsieur-là, puis c'était un intervenant en comportement félin. Puis, tu sais, en Suisse, le soir, j'avais pas grand-chose à faire tout seul, fait que je parlais avec ce gars-là, puis à un moment donné, il m'a invité, tu veux-tu venir avec moi? Puis c'est là que ça a comme déclenché, mais j'avais aucune ambition de faire ça dans la vie, du tout. Mais quand je suis revenu, on a adopté notre fameux Wookie, et là, je l'ai entraîné à la marche en laisse. Mais là, imaginez-vous, là, vous ne voyez pas ma grandeur, mais je suis 6 pieds 4, 1m95. C'est un homme assez imposant. Ça devrait être cute! Ça devrait être particulièrement cute de voir prendre une marche avec ton chat à 6 pieds 4. Ça prend comme plus qu'une laisse de 6 pieds, sinon ça marche pas. Ouais. Puis le minou doit être quand même pas petit non plus, étant un Maine Coon, là. Ben, c'était un Maine Coon de 27 livres, là. Disons que ça attirait un peu les regards. Et là, c'est là que les gens commençaient à me poser des questions là-dessus. Dire, moi, j'ai un problème. Mon chat fait pipi à côté de la litière. Mon chat m'agresse. Mon chat miaule la nuit, le kit. Puis là, c'était le gars marketing en moi. Il a fait comme coudonc. Il a l'air d'avoir un besoin. Puis après avoir fait une petite enquête marketing
il y avait personne ou presque qui faisait ça. En fait, il y avait 2 vétérinaires en médecine du comportement à l'époque, qui étaient Diane Frank et Martin Godbout. Martin Godbout, évidemment. Ouais. Et là, j'ai fait comme, OK, mais je veux pas m'improviser parce que dans mon enquête, j'avais bien vu que dans le canin, les vétérinaires aimaient pas trop ça parce que dans le canin, ça semblait beaucoup s'improviser. Fait que là, je suis allé voir Diane Frank directement, puis j'ai dit, écoute, je dis, vous pouvez pas subvenir aux besoins, là, ça se peut pas. Est-ce qu'on peut vous aider? Puis à l'époque, j'étais avec un ami qui s'appelle Pierre Paré, qui est le cofondateur des Du Chatard. Et puis, c'est comme ça qu'on est parti, bien franchement, avec les conseils de Diane Frank, qui m'a mis en lien avec Enid Style à l'époque, qui était son élève. Et on est devenus amis, Enid puis moi, elle m'a donné beaucoup. Puis après ça, j'ai rencontré toutes sortes de gens à travers le métier, qui étaient des enseignants, Annie Ross, par exemple, des gens comme ça, Hélène Morissette, qui m'ont tous orienté vers les bonnes choses. Puis après ça, j'ai rencontré des gens comme Laurence, des gens comme Francis, qui m'ont aidé à progresser là-dedans, à me remettre en question dans ma façon de faire. Puis 15 ans plus tard, Du Chatard existe comme ça, avec 30 personnes qui travaillent, donc 4 qui sont à temps plein, une filiale en France, etc., etc. Donc, c'est quand même rendu gros en peu de temps, là. Je m'amuse souvent à dire que Du Chatard, c'est une grosse, très petite compagnie. C'est-à-dire que, on n'est pas gros dans le sens où c'est peut-être une entreprise de 2 à 3 employés à temps plein, mais on est 30 personnes qui travaillent aux besoins, à subvenir aux besoins des gens, à faire en sorte, en fait, la mission des Du Chatard, c'est de faire en sorte de faire connaître les besoins du chat chez les propriétaires de chats pour qu'ils vivent en harmonie avec eux autres. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on progresse. Donc, on est plusieurs, on est une petite compagnie, mais on travaille toute la gang ensemble. C'est super le fun. On s'entend, c'est un domaine qui est passionnant. Puis justement, les membres de l'équipe, c'est des passionnés. Hein? C'est tous des gens que, naturellement, à l'entrevue, ils vont te dire « Mais moi, j'adore les chats. On est tous des follow chats. » Mais au-delà de ça, ils ont un dévouement. Ils veulent agir, ils veulent prendre part, puis changer les choses. Ils veulent éduquer les gens, ils veulent aider les chats. Vraiment, tout le monde arrive avec une passion, puis quand ils rentrent dans le métier, évidemment, tout le monde pense que c'est facile, etc., etc. Puis là, whoop, ils comprennent que, hey, non, c'est un domaine qui est quand même, c'est challengeant, mais c'est ça. La passion vient du challenge qu'il y a là. Puis comme c'est un domaine qui est pas très, très connu, tu rentres là-dedans avec une petite innocence, mais cette innocence-là t'amène justement cette petite passion-là, ce petit désir-là de vouloir aider les gens parce que justement, les gens cherchent de l'aide parce qu'ils en ont pas. Oui, puis c'est complexe, parce que tout à l'heure, tu as dit de parler avec Dr. Diane Frank et tout, puis ça peut tellement être complémentaire, en fait. Donc, tu sais, la médecine comportementale, là, tout ce qui est un problème mental qui doit être vu par un vétérinaire et des fois même des vétérinaires spécialistes là-dedans. Après ça, il y a quand même un accompagnement qu'il faut faire. Donc, des fois, les gens, ils sont laissés à eux-mêmes, même si on leur explique comment faire. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire en partenariat là, avec les bons éducateurs, que ce soit du côté canin, félin, puis je suis certaine qu'il y a de l'oiseau, il y en a plein, sûrement aux États-Unis, dans diverses sphères. Yeah. Donc, c'est sûr qu'il y a de la place pour ça. Tellement. Ça a été une loi qu'on s'est imposée dès le début chez Du Chatard de respecter la frontière vétérinaire. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est référé par autant de cliniques vétérinaires ici en Europe. C'est parce qu'on respecte cette frontière-là. On parle jamais de maladie, on parle jamais de médicaments, on va tout le temps référer en premier au vétérinaire. Une fois que c'est réglé, une fois qu'on est sûr que c'est pas médical la cause, là, on va le prendre, puis bien souvent, comme tu dis, Laurence, on va retourner auprès du vétérinaire parce qu'on va avoir besoin de leur aide au niveau de la médication, des choses comme ça. Fait que ça, c'est une rigueur qu'on s'est donnée, qu'on a depuis le tout début, puis ça, c'est Diane Frank qui m'avait dit, fais bien attention de pas sauter à la clôture. Puis je l'ai respecté de ça, ça a été un des meilleurs. On connaît bien notre... j'ai juste carré de sable, mais quand on a notre champ d'expertise, c'est vraiment plus facile de travailler avec plusieurs intervenants sans outrepasser ce qu'on pense être de notre champ d'expertise. Fait que, tu sais, on le voit souvent du côté canin parce que possiblement que c'est plus populaire, puis ça, on reviendra là-dessus, mais tout le monde s'est un peu inventé ou spécialiste en comportement très rapidement. Donc, oui, moi aussi, je sens une certaine méfiance là, du côté vétérinaire à dire, est-ce que tu connais vraiment ça ou tu penses que tu connais ça? Oui. Puis je trouve cette méfiance-là, historiquement, je veux dire, le comportement canin,
Ça fait longtemps que les gens y ont des chiens, mais ça fait longtemps aussi que les gens ont des chats, mais ça fait plus longtemps que les gens sont prêts à consulter des gens, des experts en comportement de chien pour les aider dans leurs problèmes, pour modifier les comportements de leurs chiens. Fait que c'est comme un métier plus vieux que comportement de chat. Ben justement, étant donné que la science évolue puis que c'est quelque chose justement qui s'améliore avec le temps, si moindrement tu t'es improvisé là-dedans puis que t'es pas trop fait de te tenir à jour, ben ça pourrait être une explication de pourquoi au domaine canin, il y a un petit peu plus de méfiance de la part des vétérinaires envers les canins. C'est les vieux de la vieille qui ne sont pas tenus à jour, qui donnent encore des conseils qui sont désuets. On a cette chance-là de ne pas avoir fait ces erreurs-là avec le comportement de Minou parce qu'on était déjà sensibilisés à ça. On a vu comme les erreurs qui ont été faites à ne pas faire et on les a pas faites. Absolument. Puis au Québec particulièrement, on est vraiment, vraiment au fait de tout ça. Je dois dire que les gens en comportement félin au Québec, ils sont vraiment on n'a pas trop d'errance, on n'a pas trop de les gens, c'est ça. Comme tu dis, Francis, je pense qu'on a vraiment appris des erreurs qui ont été faites dans le canin, puis on les répète pas, puis c'est ce qui fait qu'actuellement, le domaine félin commence vraiment c'est vraiment une fusée là, actuellement. Surtout là, actuellement, là, c'est le temps c'est le temps de s'ouvrir, puis de regarder, puis de faire connaître ce domaine-là. Ouais. Puis tu sais, pour juste pas me racheter, mais dire domaine canin, quand même, aujourd'hui, il y a une très belle évolution. Oui. Hein, on s'entend là, une grande quantité, si c'est pas une majorité d'intervenants en comportement canin sont compétents, là, vraiment sont fiables. C'est juste, il y a encore des mythes qui circulent, il y a encore beaucoup de pseudosciences. Alors que dans le domaine félin, au Québec, ça va être dur de tomber sur quelqu'un vraiment qui s'est comme improvisé de zéro, puis genre qui n'a pas suivi une des formations que tu donnes, genre. Il y a un peu ça, cette notoriété-là qui a. Il y a une profondeur aussi, tu sais, comme on jasait l'autre fois, en comportement canin, par exemple, en entraînement et tout, on peut savoir une bonne partie, mais pas savoir comme certaines choses. Fait que, tu sais, des fois, on a besoin d'une certaine partie de l'information avec notre intervenant, mais des fois, ça dépasse son champ, même s'il est là-dedans, puis c'est correct aussi, tu sais. À même titre qu'un médecin, quand on va le voir, ben s'il a besoin, il nous réfère au cardiologue. Oui, c'est ça. Donc, on est quand même des premières lignes, c'est ça. C'est ça. Oui. Fait que ça, c'est l'émission. Ça, c'est donc ce que fait Éducateur. En gros, règle des problèmes, donne l'information. Sous quelle forme, en fait? En fait, si on résume ça, là, on fait de la consultation. Donc, on aide les gens comme ça. Notre mission, c'est de faire en sorte de faire connaître les besoins du chat. Donc, on a des formations, des conférences, autant pour le grand public que pour les professionnels, comme ça. Et on a aussi une autre division qui est beaucoup plus spécialisée justement pour devenir intervenant en comportement félin. Donc ça, c'est le fameux cours de l'ICF qui roule depuis quelques années, dont Francis est l'un des professeurs. En fait, tu es le professeur initial. Maintenant, on est rendu avec 2 professeurs parce que c'est assez populaire, merci. Donc, c'est ça. Puis là, on a un petit nouveau bébé qui vient d'arriver. On a une nouvelle division qui s'appelle Entre pattes et mains, qui est une division de gardiennage à domicile et de promenade d'animaux. Pas juste des chats, des chiens aussi, et tout. Mais comme on voyait le besoin, comme on voyait beaucoup de gens qui nous disaient, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaît en comportement, qui vienne garder mes animaux, qui promène mes animaux de façon privée, tu sais, pas en groupe, de façon privée. Donc, c'est un service qu'on a commencé à développer un petit peu partout au Québec. Puis, avec mon timing légendaire, on a parti ça en janvier 2020. Quand les gens avaient vraiment besoin de gardiennage parce qu'ils n'étaient jamais à la maison. Là. Malgré la pandémie, on a vu vraiment une explosion. Puis c'est une belle division, ça, qui est complémentaire à ce qu'on fait chez Éducateur. Cool. Qui donne quand même plus de confiance. Là. Moi aussi, si j'avais à faire garder mon chien, je choisis entre mes amis qui sont dans le domaine. Hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais je pense que c'était ça la logique aussi. Hein, en fait, je pense que c'était une des membres de l'équipe, c'était Marianne, de l'équipe d'Éducateur, qui a dit comme moi, j'aimerais ça faire quelque chose de plus. Puis, c'est ça, c'est elle qui est arrivée avec le concept, puis elle a dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui se connaît en business, qui développe. Voulez-vous m'aider? Puis on a dit c'est une super de bonne idée. Puis en plus, c'est que nous, on voulait offrir un service qui disait si jamais ta gardienne tombe malade là, avant que tu partes, là, c'est pas juste une personne, là, c'est une équipe au complet qui va pouvoir remplacer si jamais il arrive quoi que ce soit. Donc, ça sécurise beaucoup les gens à 2 niveaux. Au niveau comportemental. Du monde formé, c'est ça, du monde qui savent comment interagir de manière sécuritaire puis de manière bienveillante, sans stress,
C'est ça. l'animal. C'est juste d'avoir des gens qui s'y connaissent. C'est comme dans n'importe quel domaine, que ce soit une autre petite business qu'on a qui s'appelle Animal Management, qui, lui, offre des services dans le domaine animalier de genre comptabilité, cours de service à la clientèle, redressement d'entreprise, des choses comme ça. Mais par des gens qui connaissent le domaine comme vous, comme toi, Laurence, qui connaît tellement, qui a tellement développé justement, travaillé là-dedans. D'ailleurs, tu m'as aidé dans le développement de l'entreprise et je t'en remercie. Donc, c'est d'avoir des gens qui comprennent le domaine parce que des gens qui proviennent de l'extérieur, qui donnent des cours de cours au service à la clientèle, c'est plate, là, mais dans une clinique vétérinaire, le service à la clientèle, c'est pas la même chose que chez McDonald's. Hein, on s'entend, là? Fait que, il faut savoir, il faut connaître ça, de pas s'improviser, puis d'avoir des gens qui sont compétents dans le domaine, qui connaissent notre domaine. Puis tu me disais, juste avant qu'on commence, ben là, avec le 15e anniversaire de Chatter, là, tu vas te lancer officiellement à temps plein, là, parce que là, tu avais tout le temps comme un petit sideline de ta job avant Chatter. C'est ça, le sideline de 40 heures semaine de jour. Oui, ça fait les gens sont tout le temps surpris quand ils voient ça parce que tout le monde, dans le domaine, surtout, connaît Éduchateurs. Ça fait 15 ans qu'on est là. Puis quand je leur dis que je travaille pas à temps plein, les gens disent, je travaille pas à temps plein. Non, j'ai une job 40 heures semaine. Je travaille pour une compagnie américaine 40 heures semaine, puis je fais Éduchateurs les soirs, les fins de semaine. Mais là, j'ai décidé, surtout avec la pandémie, là, la hausse d'adoption, ça amène évidemment une hausse de problèmes chez les chats et tout ça. Et là, il y a beaucoup de défis qui s'en viennent, tout ça. Fait que là, j'ai dit, non, là, c'est beau, là. Il faut s'en occuper, il faut faire il faut aller un petit peu plus loin que ça. Fait que oui, officiellement, en fait, dans une semaine, jour pour jour, je vais être à temps plein chez Éduchateurs. Et c'est tout un défi, c'est toute une passion. Tu sais, je veux dire, les gens disent tout le temps, comment ça t'as pas fait ça avant? Ben, j'ai voulu avoir une équipe alentour de moi. OK? Donc, tu sais, j'aurais pu continuer tout seul puis vivre de ça depuis des années, mais moi, j'aime ça travailler en équipe. Hein, Francis, on aime ça travailler ensemble. Moi, j'aime ça avoir une équipe. Je suis comme Francis, je suis comme toi aussi, Laurence. On aime avoir du monde qui travaille ensemble. Puis plus on est ensemble, plus on est capable de développer large. Tu sais, là, on est rendu en France, on est rendu partout au Québec. Fait que c'est ça que ça m'a permis de faire. Même si ça m'a empêché de vivre de ma passion, ça m'a quand même permis d'aider pas mal plus de chats que moi tout seul dans mon petit coin. Et là, je pense qu'on est rendu qu'il faut que je fasse le saut, puis on s'en occupe à temps plein comme ça. Mais il y a de la place, clairement, c'est ça que ça veut dire. Tu sais, ça a peut-être pris un petit bout de temps avant que ça arrive, mais ça prouve qu'il y a quand même un besoin de plus en plus visible pour ce genre de consultation-là. Mes études marketing, parce qu'on a fait des petits... c'est mon métier, là. Oui. C'est moins de 1% des propriétaires de chats qui savent que des intervenants en comportement félin, ça existe. Tout le monde, comme Francis a dit, tout le monde sait que des éducateurs canins, ça existe parce que les gens, quand ils s'en vont pour dire, bon, on va adopter un chien, ils n'ont vu des intervenants, ils n'ont vu des éducateurs canins à TV, ils savent qu'ils vont devoir aller prendre des cours de maternelle, ils savent que ça existe. Mais c'est ça, ils se préparent. On va avoir la bonne race pour nous. Etc. Le processus d'adoption t'amène à t'informer sur ce qu'on a besoin quand on veut avoir un chien. Alors que le processus d'adoption d'un chat, c'est tu rouvres la porte patio, il y en a un qui rentre, puis c'est fini. C'est ça. De la bourse c'est à peu près ça. Ça se peut-tu que les attentes ne soient pas les mêmes aussi? Parce que j'ai l'impression qu'on a des grandes attentes envers nos chiens, à tort ou à raison. Là. Puis on a très, très peu d'attentes envers nos chats. Donc, on les au niveau de comment ils doivent se comporter, genre, dans la maison. On veut juste qu'ils aient dans le tiers, puis après ça, on est content. C'est un peu l'effet qu'on a aussi, tu sais, dans certaines études en classe, si l'enseignant a de très, très peu d'attentes envers leurs élèves, ils vont quand même moins apprendre que s'ils ont des bonnes attentes. Là. Donc, j'ai l'impression qu'on fait ça avec les chats, puis qu'ils sont sous-développés un petit peu des fois, juste parce qu'on a très peu d'attentes pour eux. Ben, il y a cette mentalité-là que le chat, c'est un animal pas de problème. Tu sais, tu t'adoptes un chat parce que tu veux pas avoir de problème, tu veux pas avoir à le sortir 2 fois par jour, le marché, etc., etc. C'est indépendant. C'est indépendant. Fait qu'il y a ça. Il y a l'autre chose qui vient beaucoup en ligne de compte, selon moi, c'est que le chat n'a pas de valeur à proprement. Tu sais, quand tu n'as pas payé pour ton chat, que tu as ouvert la porte patio et qu'il est rentré, quand tu as des problèmes,
un, tu n'es pas au courant parce que tu t'es pas informé. Puis deux, on rouvre la porte, on le laisse sortir, puis on passe au suivant. Fait qu'il y a tout ça qui vient en ligne de compte. On veut moins investir sur quelque chose qu'on a moins cher payé, évidemment. Ouais. Fait que ça vient... Et investi. Dans le sens d'un chien, il y a de l'investissement autant émotif que monétaire et de temps aussi, là, quand on va faire les maternelles et tout. Là. Mais le chat, il y a des fois un peu moins ça. Moi, ce que je pense aussi, c'est que c'est des fois plus dur à traiter parce que lorsqu'on est rendu à vouloir traiter l'animal, ben là, on voit qu'il est stressé dans la cage. Là, on voit que c'est pas le fun d'aller à la clinique. Puis ça limite notre envie d'exposer notre animal à ce stress-là. Mais ben, c'est des choses qui peuvent se prévenir, qui peuvent s'améliorer. Donc, je pense que il est traité comme un citoyen de seconde classe versus les chiens. C'est ça. Ouais. Ben, c'est sûr que l'investissement émotif est moins grand. OK, on ne se le cachera pas. Là. Le chien, c'est un animal qui dépend beaucoup de nous, dans notre interaction. Il faut aller le promener, il faut aller le marcher. Le chat est un petit peu plus indépendant de nature. Donc, ça vient très, très bien jouer en ligne de compte. Et l'autre chose que je pense qui vient beaucoup jouer en ligne de compte et qui est directement relié au fait que, justement, le métier d'intervenant en comportement félin a pris beaucoup plus de temps avant de se développer, c'est le fait que les problèmes de comportement félin ne nuisent qu'à une seule personne, c'est la personne qui est dans la maison. Alors qu'avec le chien, ça va nuire aux voisins quand ça jappe, ça va nuire à la personne qui se fait sauter dessus, ça va nuire à l'autre chien qui se fait japper après, etc., etc. Donc, on est beaucoup moins patient sur les problèmes de comportement canin parce que ça affecte les autres, alors qu'au niveau du comportement félin, on endure pas mal plus longtemps le petit pipi à côté de la litière puis le miaulement à la nuit parce que c'est juste nous que ça dérange. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y avait eu un comparatif, un papier qui était sorti pour comparer le temps que ça prend pour les gens de consulter pour un problème de chien versus de chat. Puis c'était quelque chose comme 2 mois. C'est que si les gens, ils essaient des choses à la maison, le chien, il aboie, il est mal propre, puis voyons, ça m'achale. En moyenne, ils vont attendre 2 mois avant de faire « OK, là, je suis tanné, je vais aller consulter un professionnel ou même un vétérinaire, peu importe. » C'est quand même beaucoup. Déjà, en partant, ça donne un indice que les gens veulent essayer beaucoup d'affaires. Ils vont demander à un voisin qui a eu des chiens toute sa vie, des trucs de même, puis ils vont essayer à la maison. Mais puis les chats, la moyenne, c'est genre 2 ans avant de se mettre à aller demander à de l'aide professionnelle. Fait que soit qu'ils tolèrent beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de ça, soit qu'ils essayent tellement d'affaires que à un moment donné, au bout de 2 ans, ils font comme « Oh là, je suis plus capable, ça passe ou ça casse. » Ou ils essayent des choses, entre guillemets. Ouais, ben, on s'entend que les choses qu'ils essaient, c'est probablement des choses vouées à l'échec en partant. Là, oui, ben c'est ça. Le docteur Google. Oui, c'est ça. Le gros problème qu'on a actuellement, c'est justement, là, si vous allez juste sur les groupes Facebook, là, c'est affreux les conseils qui sont donnés là. Donc, les gens vont là, puis tout le monde me dit « Oh non, on le sait, Daniel, on le sait que c'est pas des bons conseils qui sont là. » Oui, mais quand tu regardes les commentaires puis que tu vois 100 commentaires qui disent la même affaire, tu te dis, écoute, il ne peut pas avoir 100 personnes qui ont tort. Oui, il peut y avoir 100 personnes qui ont tort, je vous le dis, là. Oui. Et donc, les gens vont appliquer ces choses-là, puis là, ils vont dire, ah, avec mon chat, ça ne marche pas. Puis comme ils ne savent pas que des intervenants en comportement félin, ça existe, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent ou ils euthanasient leur chat. C'est souvent ça qui va arriver, malheureusement. C'est dommage, mais ma comparaison est vraiment triste, mais le chat, c'est comme un toaster, c'est comme un grille-pain. De nos jours, c'est tellement pas cher avoir un grille-pain, tu n'as tellement pas d'investissement à faire que quand il est brisé, ton grille-pain, tu le répares pas, tu le jettes, tu t'en rachètes un autre. Fait que les chats, c'est un peu ça. Hein, il est brisé, je m'en débarrasse, je remets une gamelle sur mon balcon, puis il y en a un autre qui va apparaître ou je m'en vais au refuge parce qu'ils sont pas chers puis je suis capable d'en avoir un. Je trouve ça tellement troublant, ça. Mais tu sais, en même temps, je suis biaisée, ça n'a aucun bon sens, là, dans le sens, on est dans ce domaine-là, fait que j'étais attachée à mes patients, on pourrait se brailler quand on les euthanasiait. Comme, oh mon Dieu! Mais tu sais, on s'entend, là, ça c'est le portrait triste. Il y a quand même énormément de gens qui considèrent leur animal comme un membre de la famille puis qui vont tout faire pour l'aider. Puis c'est pour ces gens-là hein, qu'on existe, qu'on offre ces services. Ça s'en vient, je pense. Est-ce que je me trompe, Daniel, si je dis que c'est plus développé possiblement du côté anglo-saxon? J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est pas récent, là, les intervenants. Il n'y a pas une émission avec un monsieur chat? Oui, mais c'est ça qui est un petit peu triste. Hein? Tantôt, quand je disais que les gens savent que des intervenants en comportement canin, ça existe parce qu'ils en ont vu à la télévision, savez-vous que des émissions sur les chats, uniquement, là, il n'en existe qu'une seule, et c'est celle de Jackson Galaxy aux États-Unis. Dans le monde entier. Ah ouais! Sinon, le chat, c'est tout le temps comme un animal parmi tant d'autres, là? Non. Ben, je veux dire, au niveau des chats, là, il y a un gars qui a son show
sur les chats uniquement, c'est lui. Bon, évidemment, Ouais. le deuxième, savez-vous c'est qui? C'est C'est moi. toi. Ah oui! Avec Animaux, cette Ah oui. saison, je deviens la deuxième personne qui parle de chats. Mais évidemment, Animaux, ça parlait pas juste de chats. Là. Ouais. Mais avec Animaux, puis récemment, Francis aussi et moi, on a été à l'émission Les super-héros des animaux, qui est sur Crave ou bientôt sur Nouveau. Oui, c'est Donc, ça. c'est les deux seules émissions où on parle régulièrement de chats. Même en Europe, il n'y a pas de show où on parle régulièrement de chats. Oui, il va y avoir des interventions. Sandy, notre directrice de la filiale française, va aller faire des interventions, mais un show dédié uniquement sur les chats. Il y a juste Jackson Galaxy qui l'a fait. On peut pas se surprendre que les gens savent pas que ça existe, ce métier-là, puis qu'ils pensent que quand j'ai un problème avec mon chat, il n'y a rien à faire, that's it. Parce qu'en plus, le chat, oublions pas qu'il a la réputation que ça s'entraîne pas un chat, ça séduit pas un chat. Donc, c'est ça qui est le gros problème actuellement. Puis, je ne sais pas si au niveau... Je pense que les anglo-saxons, ils ont une mentalité un petit peu différente dans leur approche envers les animaux, sont un petit peu plus responsables, si on voudrait. Ouais. Mais au niveau de leur niveau de connaissance, c'est identique à nous autres. C'est la même affaire, les mêmes erreurs, les mêmes affaires. C'est un petit peu ça qui est le changement. Puis, même chose en France. Tu sais, je fais souvent à la blague, les chats, c'est les mêmes chats en France qu'ici au Québec. Mais les gens, les propriétaires, là, il y a des différences. Ne serait-ce qu'au niveau du milieu de vie. En France, les maisons sont beaucoup plus petites. Sont séparées de façon différente. On va laisser beaucoup plus son chat à l'extérieur. Les gens ont des chatières, etc., etc., etc. Donc, les habitudes de vie des gens font que ça change les habitudes de vie des chats. Et donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai fondé du Chateur en France avec Sandy, moi, je me disais, hey, même affaire, let's go. Et Colin, non, j'ai resté la bête. Pas du tout. Et l'approche aussi des gens, des consultants là-bas, doit donc être différente. Et donc, là, il a fallu vraiment que je me base sur, OK, c'est une mentalité différente, c'est une chose différente. Fait que, oui, dans chacun des pays, il y a des mentalités différentes. Mais malheureusement, à la base, on a tous le même problème, c'est que personne ne sait que des solutions pour le comportement félin existent encore. Mais ça, c'est la beauté de tout ça, Laurence, puis tu me le disais tantôt, c'est que avez-vous vu la place qu'il y a? Avez-vous vu le progrès qu'on a fait juste dans les mois, depuis les 15 dernières années, là, c'est incroyable. Je veux dire, j'aurais offert un cours de l'ICF, là, 15 ans, j'aurais eu 0 inscription, là, pour devenir intervenant en comportement félin. Alors que là, on remplit à chaque session, comme là, on a une session qui s'en vient, on remplit ça facile de 15-20 personnes. Là. Mais ça, c'est rassurant pour les chats, entre autres. Oui. Je pense qu'au bout de la ligne, le but, c'est que ça soit plus facile. Mais tu sais, moi, ce à quoi ça me faisait penser, ce que tu disais, c'est que là, 15-20 ans, c'était risible. Tu sais, on faisait des livres, tu sais, on riait tout à la vue d'un chien qui va chez le psychologue. Comme si c'était ça, en fait, d'intervenir auprès d'un animal, si on allait dire, puis ta relation avec ta mère, puis c'est pas ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas ça aussi, puis qui ont peut-être un préjugé. On a un préjugé contre la santé mentale en général là, dans la société. Ouais. Donc, encore plus évident chez les animaux, puis possiblement une coche de plus chez le chat où est-ce qu'on se dit, Colin, tu sais, ça a l'air d'une personne de 40 ans, un chat qui est comme, non, m'en sac. Donc, tu sais, il y a quelque chose là qui est bref. Fait que maintenant, c'est moins tabou, c'est ce que je comprends. Ouais. Puis qu'il y a quelque dans le cadre chose du travail, mais oui. on est vers la bonne voie, clairement. Oui, il y a moins de personnes qui rient. Tu sais, quand on fait de la thérapie avec cet animal-là, ils font comme quoi? Ils font pas comme ben, en fait, je dirais même que maintenant, c'est le contraire. Il y a 15 ans, quand les gens me disaient que tu fais quoi dans la vie, je suis intervenant en comportement félin, les gens me regardaient en voulant dire c'est un métier, ça, tu sais. Là, à cette heure, c'est plus oui, justement. Ouais, c'est ça. fait que c'est ça. Une petite question. C'est ça. Moi, mon chat. C'est ça. Exactement. Fait que les gens là sont ouverts à dire OK, l'animal, le chat, fait partie de la famille maintenant. C'est pas juste un petit animal qu'on a acheté pour passer le temps. Et de plus en plus, évidemment, les gens deviennent passionnés de leurs animaux. Là, le chat, c'est plus l'animal sournois, l'animal indépendant, tout ça. Il fait partie des membres de la famille, puis on reconnaît. Tu sais, combien de gars j'ai entendu dans les dernières années dire je pensais pas que c'était si le fun d'avoir un chat. Ouais. On le voit, là. Puis leur orgueil pour dire Moi, je trouve qu'il y a un canevas d'hommes qui aiment les chats versus les hommes qui aiment les chiens. Je trouve qu'on est capable de sentir la petite différence.
Je ne pourrais pas être capable de la définir avec des mots, mais pour avoir été en clinique assez longtemps, c'est comme oui, toi, c'est correct. Mais on ne se le cachera pas, c'est beaucoup plus les fans. Tu sais, si je regarde les fans de Facebook du Chateur, c'est 87% des femmes. Okay? Dans l'équipe, on est 4 gars, là. Puis c'est assez récent parce qu'on était longtemps juste moi puis Francis. Oui. C'est ça. On ne se le cachera pas. C'est plus féminin comme animal, je le mets en guillemets, parce que justement, c'est plus intime, je pense. C'est moins voici comment tu devrais faire les choses. C'est moins éducatif, c'est plus. C'est moins en contrôle. Je trouve que c'est pas une envie de contrôle sur l'animal. C'est une envie de prendre soin d'eux. Prendre soin, flatter, être gentil. C'est ça, exactement. Mais là, l'éducateur, ça règle des problèmes ou ça aide à prévenir des problèmes. Fait que parlons de problèmes de comportement de minou. À la base, si tu... Vraiment, moi, je veux t'entendre, je connais un peu la réponse, non? Mais je veux t'entendre là-dessus. C'est-tu plus facile régler un problème de comportement de chien que de chat? Ou c'est quoi la différence, toi, à ton avis? Je vais être très honnête, même si ça va à mon désavantage. Je pense que c'est, en général, plus facile de régler un problème de chat que de chien. Pour la simple et unique raison que la majorité pas tous, mais la majorité des problèmes de chat sont liés à l'environnement et non pas à la personne. Alors que chez le chien, c'est souvent en lien avec la personne, la façon qu'elle a de faire les choses. Chez le chat, comme par exemple, les problèmes de litière, qui représentent la très grande majorité des appels qu'on a, c'est si tu as une bonne... Fais juste changer ta litière de place, augmente la taille, enlève le couvert, place-le à la bonne place. Tu viens de régler ton problème tout de suite. Le miaulement la nuit, la même chose. Fais juste donner un environnement un petit peu plus enrichi, puis fais telle affaire, modifie telle affaire dans ton environnement, puis tu vas régler ton problème. Puis c'est ce qui fait que tu sais, souvent, les gens disent, on en revient un petit peu à dire, comment ça fait que tu n'en vis pas encore ou ça va être juste là que tu vas pouvoir en vivre? Parce que les éducateurs canins, c'est plusieurs consultations qu'ils vont devoir faire pour régler des problématiques. En plus, ils vont pouvoir faire des maternelles, en plus, ils vont pouvoir faire ci, en plus. Tu sais, il y a un paquet d'affaires où ils sont capables d'aller chercher un petit peu plus d'argent, on ne se le cachera pas, puis de vivre de ce métier-là. Nous, on est tellement efficaces, on règle 85 à 90% des problèmes de comportement en une shot. Une consultation, c'est fait, that's it, on n'en parle plus. Fait qu'on forcé d'admettre que c'est plus facile de régler un problème de chat ou de chien. Cependant, je vais dire quelque chose. Si tu frappes un nœud avec un chat, là, tu vas travailler fort en Simonac, beaucoup plus qu'avec un chien, parce que là, il va falloir que puis la grosse difficulté ne vient pas de l'animal, elle vient souvent du propriétaire. Des contraintes soit de la réalité de vie de la personne ou des contraintes que le client met, tu sais. J'allais dire faire une grosse parenthèse, mais on s'entend que, mettons, les problèmes de litière, ils pourraient avoir des cristaux, une infection, puis une maladie mentale reliée à cela. On parle vraiment juste comportemental. Comportemental. Ouais. Mais je pense aussi que peut-être que la facilité, en gros guillemets, dont tu parles pour les chats, c'est peut-être parce que la solution est plus facile à appliquer. Dans le sens, pour les chiens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on leur dit de faire puis qui doivent être pratiquées. Puis là, ça leur tombe dans les mains. Donc là, leur horaire, leur rythme de vie, la famille et tout, on oublie de faire les séances de désensibilisation ou c'est pesant pour nous, ou on ne sait pas trop comment le faire puis on ne se sent pas super bien outillé. Tandis que de juste dire comme, ben, ton substrat, c'est pas le bon substrat de litière, mets-le pas à côté de la sécheuse, ça fait du bruit. T'sais, ça serait quand même pas pire dans une après-midi. T'sais. Ça ne demande pas comme un entraînement à tous les jours pendant un certain temps. Le chien, je sais pas, il tire en laisse, ou il jappe quand la visite arrive, ou il saute sa visite quand les gens y rentrent. Ben, comme tu disais, Daniel, l'intervenant en comportement canin va aller chez la personne, va donner un peu, bon, tu vas faire tel exercice. Quand il y a des gens qui vont rentrer ou quand tu vas être dehors en laisse, tu vas faire telle chose, tu vas demander à ton chien telle affaire, tu vas pratiquer tel comportement, tu le récompenses à tel moment. On se revoit la semaine prochaine, il faut que tu le fasses une fois par jour pendant une semaine, puis on se revoit où est-ce que tu as progressé, puis je te guide, je t'encadre dans tout ça. Fait que ça fait des suivis, ça demande un accompagnement. Alors que, ben, prends le bac à litière, mets-le là-bas ou rajoute-en un autre. J'ai pas besoin de revenir la semaine prochaine de dire ton bac en plastique, il est-tu à la bonne place? Tu sais, je te l'ai dit, puis t'as pas eu à le pratiquer à tous les jours, là. Je pratique de bouger mon bac à litière. Non, mais si beaucoup des trucs comportementaux qui dérangent sont reliés à l'environnement,
c'est quand même plus facile d'avoir une action tangible là-dessus qu'un chien qui est, par exemple, réactif, mais qui a une maladie mentale, mais qui a quand même besoin d'accompagnement et de thérapie comportementale. Mais là, il y a quelque chose de quand même plus long, surtout si le comportement problématique est là depuis genre 6 ans. Mais imaginez-vous cependant que si c'est difficile de faire ça avec les chiens, imaginez-vous quand on frappe un nœud avec un chat, comment là on peut avoir de la difficulté à avoir le buy-in du propriétaire qui, lui, s'attendait pas pantoute. Tu sais, en chien, on le sait, les gens, ils pensent que quand l'intervenant va arriver, il y a une petite baguette magique, puis that's it, c'est fini. Là, il y a plein qu'il va falloir qu'ils travaillent. C'est difficile, malgré le fait qu'ils sont directement liés avec le chien qu'ils ont. Imaginez-vous quand c'est avec un propriétaire de chat où on leur dit là, des affaires aussi niaiseuses que de dire, écoutez, votre litière, elle devrait pas être là, elle devrait être dans le salon ou elle devrait être dans un endroit où eux autres veulent rien savoir. Là, c'est là qu'il y a notre difficulté. Nous autres, c'est pas vraiment de régler le problème en tant que tel. On les a, les solutions pour régler le problème. C'est de convaincre les gens d'adopter les solutions. C'est là qu'est notre défi. C'est pour ça que le domaine du comportement canin et félin au niveau des intervenants est si différent, parce que l'intervenant en comportement canin va beaucoup travailler avec l'animal, la personne et l'animal, les deux ensemble, alors que nous, c'est comme, il faut quasiment être des psychologues de personnes, des diplomates. Des gens super bons en vente, des diplomates. On a, tu sais, la personne prend beaucoup de place alors que le chat prend moins de place. Dans ça, tu sais, combien de fois, Francis, qu'on va faire des consultations puis on voit pas le chat ou on le voit à peu près pas. Ah ouais, c'est ça, il est pas là, nous, on le touche pas, il est caché ou il dort. Mais moi, je me rappelle assez souvent d'avoir essayé de vendre le fait que le nombre de litières, c'est le nombre de litières plus un chat, mettons, pour une maison avec un palier. Et ça passe pas. Non. Ce n'est pas une recommandation qui est acceptée. Et j'imagine, dis-nous, Daniel, c'est où la meilleure place pour la litière dans la maison? Je suis pas mal certaine que ça non plus, ça doit pas être facile à faire accepter comme recommandation. C'est simple, là. Il faut que... Imagine-toi que tu es un chat, là, tu es dans ta litière. Imagine-toi que tu es à la toilette, OK? Tu as un bol de toilette là, qui n'est pas dans une toilette, là. Où tu veux. Tu vas avoir une certaine intimité, mais tu veux pas non plus marcher pendant 3000 de loin dans la cour en arrière. Donc, il faut que ça soit quand même à proximité. Quand tu es là, tu veux pas te faire déranger, mais tu veux quand même pouvoir surveiller ce qui se passe. OK? Tu veux pouvoir réagir, remonter tes culottes si jamais il arrive de quoi. Ben, c'est la même chose pour le chat. Il faut que la litière soit placée à un endroit où il voit venir les dangers, où c'est pas trop loin, c'est proche, pas trop proche. OK? Et qu'il puisse réagir, qu'il ait le temps de réagir s'il y a quoi que ce soit, pas d'embuscade de la part du chien ou d'un autre chat ou des choses comme ça. Donc, souvent, malheureusement, les gens vont mettre ça dans des fonds de garde-robe, dans le sous-sol, au bout du couloir, dans le garde-robe, à côté de la fournaise. C'est pas super le fun d'aller aux toilettes. Là, on voit pas venir le monde. S'il arrive de quoi, on est poigné dans le fond de notre couloir. Donc, c'est juste de penser un petit peu, dire, OK, mais oui, ça veut peut-être dire qu'il va falloir que ça soit dans le coin du salon, en arrière d'une plante. Mais là, c'est là, Laurence, que les gens vont dire, mais non, il n'y a pas de litière là-dedans, dans mon salon, il n'y a aucune chance que ça arrive. C'est parce que tu la nettoies pas assez souvent. C'est ça. Que tu n'utilises pas le bon substrat ou que, tu sais. C'est là que le dialogue commence, en fait, c'est de déconstruire tous les croyances. Ah, mais là, moi, je le mets pas là parce que ça va puer. OK, mais là, il y a certains substrats qui sont mieux. Mais là, il faut que je mette du parfum. Ah, mais non, ça nettoie plus souvent. Puis là, c'est justement ce travail de vente, de diplomate qui commence. Yeah. Mais je pense que comment tu l'as abordé, moi aussi, j'utilise cette technique-là de faire des parallèles avec l'humain. Tu sais. Moi, je leur dis, tu nettoies pas ta litière, c'est comme si je te demandais pour le reste de ta vie d'aller dans une toilette bleue chimique. Un Johnny on the spot, c'est tout le temps agréable, ça sent bon, puis tu te sens à l'intime, puis... Oui, tu veux pas toucher à poignée, là. C'est vraiment pas là que tu vas aller sur ton téléphone puis tu vas faire comme un moment pour moi. C'est pas là que ça va arriver, tu sais. Souvent, moi, ce que je vais faire avec les gens, là, c'est que je vais laisser parler le chat. Je vais dire, ton bac de litière est trop petit avec le couvert, c'est comme si tu allais dans une toilette d'avion, c'est pas plaisant, etc., etc. Fais juste lui offrir la litière que je te conseille. Un bac de litière, il faut que le chat puisse rentrer, là, la taille d'un bac de litière, là, c'est du bout du nez jusqu'au bout de la queue tendue, il faut que le chat rentre là-dedans. Là, les gens font comme, mais voyons, c'est bien trop gros, j'ai pas la place pour ça. Dis, fais juste en mettre une, puis laisse ton autre litière, là. Okay? Dis le choix. Puis regarde le chat ce qu'il va choisir. C'est pas l'éducateur qui va te le dire, c'est ton chat qui va te le dire qui préfère aller dans l'autre litière. Puis là, t'auras pas, c'est ça, c'est lui qui te le prouve. Nous, on appelait ça un buffet. C'est ça.
C'est ça. Tu as plein de choix, mon ami. Lequel prends-tu? Réponds à ma question. Souvent, je laisse parler le chat, puis c'est ça, on fait des parallèles. C'est plus facile de faire des parallèles. Il faut faire attention, par exemple, quand on fait des parallèles avec les choses humaines pour pas faire le fameux anthropomorphisme. Il faut toujours faire attention à ça, de donner des sentiments humains aux animaux. Là. Merci à Walt Disney pour toutes nos belles croyances qu'on a à ce niveau-là. Mais c'est ça. Fait que c'est souvent ces exemples-là. C'est comme Francis l'a dit, là, c'est d'être un vendeur, diplomate, psychologue en même temps, puis pas s'improviser dans ce genre de choses-là non plus, qui est difficile, vraiment difficile, qui rend ce métier-là à la fois passionnant, mais à la fois qui nous indique que, gars, tu peux pas t'improviser là-dedans. Pas du tout, du tout, du tout. Il faut que tu aies une formation pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça serait tentant de s'improviser, mais ça a des impacts sur... Ça retarde des fois le diagnostic du problème, si diagnostic il y a, puis ça retarde les bons éléments à mettre en place pour aider l'animal, là. Ben, je pense que la chose la plus importante, là, c'est qu'une personne incompétente qui donne des mauvais conseils, la personne qui vient avec un chat, là, on a déjà établi plus tôt dans l'entrevue là, que ça leur prend 2 ans à venir nous voir, ils sont pas prêts à investir de l'argent. Fait que là, si la première personne qui va les conseiller leur donne quelque chose qui marche pas, pensez-vous que cette personne-là va en essayer un autre? Pas en doute. Okay? Fait que c'est pour ça que, surtout dans le domaine félin, il n'y a pas de deuxième chance. Il faut que la personne donne les bons conseils pour que ça se règle ces problèmes-là. C'est vrai que dans le domaine canin, c'est pas vrai que j'ai entendu, en tant que technicien traitement dans une clinique, j'étais allé voir un, il m'a dit telle affaire, j'étais allé voir un autre, il m'a dit telle autre affaire, puis les gens, ils font juste présenter leur insatisfaction d'être confus, d'avoir différentes opinions qui s'opposent. Mais dans le domaine du chat, t'as pas ça, là, c'est... J'étais allé en voir un, ça n'a pas marché, fait que c'est mon chat le problème. Exactement. Ou je fais pas confiance aux charlatans, ils sont tous de même. Puis voilà, oui, tu as comme perdu l'unique chance que tu avais de l'aider. Tu sais. N'oubliez pas qu'on part avec une prise au niveau du félin parce que les gens ne croient pas qu'on peut régler des problèmes de comportement. Donc, tu sais, combien de fois je me suis présenté en disant je suis intervenant en comportement félin, puis je voyais bien que dans la face du monde, je dis, tu es un vrai métier, lui, c'est un charlatan. Tu sais, les gens ne nous connaissent pas, ils savent pas que ça existe, puis la réputation du chat fait en sorte que la confiance, là, il faut la gagner. Là. C'est pas comme... J'aime dire ça, puis dire je suis coach de vie, là. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que c'est ça qui est la difficulté de notre métier. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire, mais Daniel, justement, comme c'est plus difficile peut-être gagner sa vie là-dedans, tout ça, c'est-tu vraiment un métier dans lequel je devrais aller? Oui, c'est un métier que vous devriez aller parce que il y a de la place, tellement de la place. Plus on va être... Tu sais, il y a des gens qui me disent, Daniel, tu es en train de former ta compétition, dans le fond, quand tu fais des cours pour devenir intervenant. Tu es en train de former ta compétition. Je suis pas en train de former ma compétition. Je suis en train de faire en sorte qu'il y ait plus de gens pour faire connaître ce domaine-là, pour que tous ensemble, on en profite, qu'on grandisse et donc qu'on informe le plus de gens possible et donc qu'on aide le plus de chats possible. C'est ça qui est le but. Actuellement, notre problème, c'est pas un problème de compétition. Notre problème, c'est qu'on connaît pas notre profession. Donc, il faut populer la profession et c'est le temps là, je vous le dis, là, c'est le temps là de faire ça. On a vu la belle pétition qui a été faite pour contre le dérivant. On ne dira pas sur ce sujet-là, mais on a vu que pour la première fois en 15 ans, un engouement de tout le domaine, les vétérinaires, les gens, tout ça, on a fait progresser les choses vraiment beaucoup dans les 15 dernières années et ça paraît que les gens sont prêts pour aller à une autre étape. Moi, je pense que la pétition, elle a presque 20 000 signatures. Oui, c'est pas rien, là. C'est pas rien. C'est le fun de voir ça avancer tranquillement. Les gens veulent le bien-être de leurs animaux, là, vraiment beaucoup. Non, clairement, vous n'êtes pas à saturation encore là, dans le félin. Puis il me semble que j'ai lu un article récemment sur combien il y avait de chats au Québec, puis je me rappelle pas du nombre, fait à tout bas, mais il y en avait quand même vraiment beaucoup. Là. En fait, c'est facile. Il y a 37% des foyers québécois qui ont un chat. C'est ça. Fait que ça fait du chat. Ça fait beaucoup de chats. Qui ont au moins un chat. Au moins un chat. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a qui ont 2, 3, 4, là, tu sais. 50% qui ont un chat en ont 2. OK? Ouais. 15% qui en ont 2 en ont 3. On peut continuer comme ça, là. C'est ça beaucoup de chats, là. Oui, il y a beaucoup on est quoi? On est 7 millions au Québec, là? Je sais plus. Daniel, t'as combien de chats? J'ai 3 chats. Pas plus. Gang, qui nous écoute, pas plus que 3 chats. OK? Pas plus, c'est la limite. Moi, je dis pas plus qu'un, mais moi, c'est... mais d'ailleurs, tu parlais de rigueur, tu parlais de bien s'informer, qu'il faut connaître le métier.
C'est quoi un des mythes les plus fréquents qu'il faudrait éliminer? C'est une très bonne question, ça. Ben, y a des mythes qui nuisent beaucoup, là, comme un mythe qui dure depuis très, très, très longtemps, là, c'est le fameux mythe des chats qui vont tuer un bébé dans la bassinette, là. Qui vont se coucher dessus puis qui vont Ça, c'est un mythe qui dure depuis tellement d'années qu'il y a pas vraiment sa raison d'être, là. C'est pas, y a pas de. On surveille tout le temps nos animaux avec nos enfants, tout le temps, là. Mais les chances que ça arrive, c'est très, très, très minime. On peut pas parler de mythe parce qu'il y a déjà eu un cas en 1988, là, un cas documenté, là, mais même scientifiquement, mais tu sais, c'est le seul cas en 50 ans qu'il y a eu. Là. Il y a des enfants qui sont morts dans leur bassinette sans chat aussi. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs. Exactement. Fait que d'ailleurs, c'est de là que vient ce mythe-là, c'est le syndrome de mort subite chez l'enfant, où on retrouvait un chat couché à côté de l'enfant, puis on disait que c'était le chat qui l'avait étouffé, alors que c'était pas ça, c'était le syndrome de mort subite. Fait que ça, c'en est un gros mythe que le mythe, en fait, le plus général que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'un chat, là, ça s'éduque, OK? Aussi bien qu'un chien. C'est juste de comprendre c'est quoi les besoins du chien, puis savoir surtout ses motivations, qui sont légèrement différentes. Okay? Mais, tu sais, moi, ce que j'allais croire aussi, un des mythes que tu allais mentionner, c'est que les chats, ils ont besoin d'avoir des amis, tu sais, ils ont besoin d'être en gang, ou faut pas qu'ils s'ennuient dans la maison, fait que j'adopte un autre animal. Tu sais, tu disais maximum 3 chats. C'est parce que plus tu as de chats, plus tu as de risques qu'ils ne s'entendent pas bien. Oui, c'est comme avoir des colocs. À un moment donné, il y a des matchs là, qui ne se font pas, puis il y en a beaucoup de chats que les matchs ne se font pas. C'est ça. Ben, on le dit souvent. Quand on est 3 dans un appartement, quand on est étudiant, on a de la misère, là. Puis on est des animaux sociaux. On est fait pour ça. Imaginez-vous des chats qui ne sont pas des animaux sociaux, de partager les ressources et tout ça. Tu sais, souvent, chez Éduchateurs, là, bon, il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. Là. Avec la rigueur scientifique qu'on a, on essaie d'avoir le plus... Tout ce qu'on dit, on essaie de le backer. Puis ça, je vais en profiter, si tu permets, Laurence, parce que une des personnes qui est responsable de cette rigueur scientifique-là qu'on a chez Éduchateurs depuis tant d'années, c'est le monsieur qui est à côté de toi. C'est Francis qui nous a amené cette rigueur-là. Et j'ai vraiment compris ça quand Francis est arrivé dans l'équipe. Et de pas s'improviser, là, de backer nos affaires comme ça. Mais au niveau empirique, on voit très bien, quand on va faire des consultations, que les gens qui ont 2 chats, ça va. Il y a des petits conflits des fois, mais ça va. 3 chats, tout de suite, on voit les chances sont de beaucoup augmenter. 4 chats, c'est presque officiel. 5 chats, c'est sûr qu'il y a un problème ou presque. Okay? Il faut que tu sois vraiment chanceux pour pas avoir de problématiques. Parce que c'est pas des animaux. Ils sont capables de socialiser. Ça serait pas l'animal domestique le plus populaire au monde s'il n'était pas capable de vivre avec d'autres individus. Mais des individus de son espèce à partager les ressources dans un environnement aussi mince, ça devient difficile. Donc, c'est ça. Il faut se limiter. Faut le petit syndrome de Noé, il faut faire attention. Ouais, fait que, tu sais, quand on adopte un chat, c'est pour toi, c'est pas pour faire plaisir au chat, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, tu vois, moi, ça me fait penser, Francis, tu sais, quand tu dis le mythe, là, moi, j'ai beaucoup plus pensé à un chat, ça aime se faire flatter. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est là où ça Puis cette incompréhension-là, des fois qu'on a quand le chat, vient nous voir, puis là, on fait, il va se faire flatter, puis on le flatte. Ah oui, regarde, il faut de la queue. Il bouge la queue, il prend la queue, il est content. De ne pas comprendre que dans la vie, on ne veut pas toujours se faire toucher par quelqu'un, puis qu'on peut vouloir venir sur le sofa, juste se coucher à côté, nous toucher parce qu'on est chaud, puis être confortable, puis qu'on ne veut pas nécessairement se faire flatter. Donc ça, j'ai l'impression que c'est peu connu que les animaux en général, mon chien, si on le flatte, c'est comme le punir. Ouais. Donc, tu sais, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de chats que c'est comme, hey, je vais être obligé de me laver là, parce que tu m'as touché. Ça me plaît pas beaucoup. Là. Ben, le nombre de chats, je dois dire, le nombre de gens qui me disent, c'est mon chat me mord quand je le flatte. Ça me semble c'est assez clair, là. Mais, tu sais, les gens, puis là, quand je leur dis, ben, ça, écoutez, il faudrait peut-être respecter les signaux du chat, etc. Il faudrait faire attention, surtout de ne pas le flatter vis-à-vis les hanches, parce que souvent, les chats n'aiment pas ça. Tu sais, allez-y plus dans le cou, puis encore là, regardez s'ils aiment ça ou pas. Ouais, mais là, j'ai adopté un chat, moi, c'est pour le flatter. C'est ce que tu dis, Laurence, c'est que les gens, des fois, ils disent « J'achète un toutou que je veux flatter. » Ben, si tu veux flatter quelque chose, achète-toi un toutou. Achète-toi pas un chat, parce qu'il va falloir peut-être que... Mais ça se peut que ton chat, il aime ça, se faire flatter. Je dis, moi, j'en ai un ici qui adore ça, il vient me demander pour le flatter. Mais il faut respecter l'animal,
Puis là, c'est là que, Francis, tu nous as donné un petit bout tantôt, la méconnaissance du langage corporel du chat, elle est énorme. On ne sait pas. Tu sais, oui, un chat qui fouette de la queue, c'est pas comme un chien, c'est le contraire, il est irrité. Donc, de respecter ça, mais quand on ne les sait pas, on ne les sait pas. Donc, c'est combien de fois on fait de l'éducation, nous autres, au niveau du langage corporel du chat. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ça fait toute partie justement, de la mission des éducateurs d'essayer de faire connaître ce genre de choses-là. D'ailleurs, est-ce que tu aurais, toi, encore une fois, j'aimerais t'entendre là-dessus, une explication de pourquoi est-ce que les gens connaissent autant pas grand-chose sur les chats, même aujourd'hui en 2022? Ben, je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on a dit avant, parce qu'on fait pas, on magasine pas notre chat, on s'informe pas parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin. Tu l'as très bien dit, la valeur d'un toaster. Tu sais, tu dis, quand tu achètes un toaster, là, tu passes-tu autant de temps que quand tu veux t'acheter une voiture sur ton projet? Non, là, tu t'en vas l'acheter, puis that's it. Fait que, parce qu'on ne magasine pas, parce que souvent l'adoption, c'est soit qu'on rouvre la porte patio ou si on prend la peine d'aller dans un refuge, on tombe en amour avec une couleur, puis c'est ça qui est notre critère de choix, au lieu de s'assurer que ce chat-là a la personnalité qui va avec la nôtre. Hein. C'est comme chez les chiens, il faut s'assurer que le chat a la bonne personnalité. Non, il faut prendre le premier qui vient de voir. Ben oui, le premier, c'est ça. Tu sais, les gens ne réalisent pas que le premier qui vient de voir, là, c'est le chat qui a moins peur, c'est le chat qui est un petit peu plus aventurier. Ou intense. Ça, c'est parfait pour une famille de 4 enfants, 3 chiens, 2 perruches. Mais pour grand-maman de 80 ans, là, c'est peut-être pas le bon chat à avoir. Elle va le trouver exaspérant pas mal. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. De plus en plus, on voit les refuges qui adoptent des pratiques d'adoption responsables, qui informent les gens. Mais c'est ça, les gens ne s'informent pas. Je pense que c'est juste à cause de ça. Puis, malheureusement, depuis que les médias sociaux existent, on doit aussi combattre toute la désinformation qu'il y a sur ces groupes-là. Parce que malheureusement, les statistiques le démontrent, la première source d'information que les gens vont aller chercher sur le comportement, je pense que ça soit chien ou chat, c'est la même chose, c'est ces groupes-là. Et les groupes Facebook sont populés par d'énormes mythes. On a essayé d'en débunker certains là, mais il y en a des centaines et des centaines. J'en lisais un hier, une personne qui dit « Mon chat arrête pas de me mordre ». Puis là, la majorité des commentaires, c'était « Mordi le nez, mordi une pichenoute sur le nez, mordi une oreille, mordi à la queue ». C'était juste de ça, là. OK? Mais t'as le push-push à eau aussi, hein? Parce oui, que là, le push-push à eau. Pour les chiens, il y a aussi le mort-là. C'est ce que je trouve absolument ridicule. Mais bref, je me vois mordre d'un Sharpie. Genre. En tout cas, donc, les chats, il y a le push-push à eau, mais les chiens, il y a la cacane avec des scènes dedans, là. Ah oui, que pitch là, ça va être du bruit, là. Puis il y a de la magie qui sort de la canne, là. Mais chez les chats, il y a le push-push à eau. C'est le plus populaire, c'est le push-push à eau, on ne se le cachera pas. Là. Pour les comptoirs. C'est la méthode éthique de punir un chat, d'accord? Ça fait pas mal. Et ça fait pas mal. Et les gens pensent que ça fonctionne parce qu'ils vont tout le temps me dire, ben, quand j'ai même plus besoin de prendre mon push-push à eau, il descend de la table. Même je fais juste aller vers le push-push à eau. Ouais, mais tu fais ça combien de fois par semaine, puis depuis combien de temps? Ben, 3 fois par semaine pendant 8 ans. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu dois nécessairement me dire que ça marche pas. Mais oui, mais ça marche instantanément, mais c'est tout. Fait que c'est ça, c'est tout ce genre d'éducation-là qu'il faut faire, mais on sent que les gens sont beaucoup plus proches. Parce que ce que j'avais pas il y a peut-être 5-6 ans sur ces groupes-là, c'était des gens qui répondaient en dessous, disaient « Wow, non, c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne façon de faire. Allez voir des professionnels, allez voir des gens qui sont compétents pour vous conseiller là-dessus. » Fait que tranquillement, pas vite, on voit qu'il y a une contre-vague qui vient là, qu'on n'avait pas il y a 5-6 ans sur les médias sociaux. Donc, on a une évolution, là, tranquillement. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Là, on a parlé un petit peu des cas de pipi. Mais tu sais, aussi un peu de morsure. C'est quoi les autres cas typiques, là, les grands classiques? T'sais, on a, bon, ceux qui se chamaillent en chat, un peu comme tu disais. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une différence entre la raison pour laquelle les gens nous appellent et quel est le comportement le plus nuisible. La majorité des gens nous appellent pour des cas de pipi. Okay? Nos statistiques chez Éducateurs démontrent à peu près 40% des gens nous appellent pour ça. Puis je sais que chez d'autres, c'est plus que ça, c'est sur du 60%. Chez Éducateurs, on a une réputation. Donc, les gens viennent nous voir pour des cas plus graves, qui sont souvent justement des cas d'agression. Donc, on est surreprésenté dans nos statistiques au niveau des cas. Mais
c'est pas ça qui est important de regarder, c'est à l'intérieur de nos statistiques, nous autres, on regarde quelles sont les problématiques qui ont été discutées lors des consultations. Oh, Et okay. dans 70% de nos consultations, on va parler de miaulement la nuit. Oh, ouais. C'est le problème de comportement le plus courant chez le chat, c'est les miaulements la nuit. En fait, c'est les vraies statistiques, là, c'est qu'on voit que c'est 55% des consultations, on va parler de miaulements la nuit. Mais ça, c'est chez les gens qu'on a été pour autre chose. Ouais. Fait qu'imaginez-vous, si on met ça à large, c'est fort probablement 70% des propriétaires de chats qui, un jour ou l'autre, ont eu à vivre avec un chat qui miaulait la nuit. Que ça soit réglé ou que ça soit pas réglé. Et ça, j'aimerais tellement dire aux gens qui nous écoutent, là, c'est un des problèmes les plus faciles à régler. OK? C'est vraiment, là, une fois que tu sais comment faire et que tu t'improvises pas, là, vous n'avez pas besoin de perdre vos nuits à vous faire réveiller par votre chat en plein milieu de la nuit. C'est facile. Une fois qu'on comprend pourquoi le problème existe, s'il n'est pas médical à l'origine, évidemment. Oui, parce que ça peut être la thyroïde, entre autres. C'est ça. De choses au niveau médical. Oui. Mais si c'est juste comportemental, une fois qu'on a compris que, dans le fond, c'est pas mal le monde le problème et non pas le chat, parce qu'on renforce l'animal involontairement, on s'en aperçoit pas. Après ça, régler le problème, ça devient ultra facile. Nous, on a un petit peu de patience, mais ça devient ultra facile. C'est le problème. Donc oui, dans l'ordre, ça serait miaulement la nuit, problème de litière et les problèmes d'agression en premier entre chats, c'est ça, puis après ça envers l'humain. Okay? Comme ça. Tu me l'apprends pour les miaulements la nuit, que c'est aussi courant. Mais je comprends parce que c'est pas un comportement qui est à ce point-là dérangeant pour amener les gens à dire « OK, là, je suis plus capable, là, j'appelle un professionnel puis je débourse des sous pour trouver des solutions. » C'est juste, ça me dérange. Il est là. Réveille une fois dans la nuit. Bon, c'est comme, mettons, en clinique vétérinaire, c'est surprenant à quel point le nombre de chats vomit des boules de poils. C'est pas normal. Les gens disent c'est commun. Oui, c'est commun, mais c'est pas d'office que les chats ne devraient pas vomir des boules de poils. Mais tu sais, c'est un problème qui font juste comme je le ramasse, puis c'est tout. Puis ils ne consultent pas pour ça. Ils ne viendront jamais chez le vétérinaire parce que motif, il vomit des boules de poils. Ils vont juste venir au comptoir, dire qu'est-ce que je peux prendre, puis tu sais, il y a des petites affaires en vente libre, lubrifiant intestinal, puis merci, bonsoir. Mais c'est ça, ils ne consultent pas autrement pour ça. Fait que, je suis surpris. Et la dernière, qui devrait être la première, c'est la destruction du mobilier au niveau des griffades et tout ça, qui, là, tranquillement, on voit vraiment un gros changement parce que les cliniques vétérinaires, les vétérinaires, les techs commencent à diffuser vraiment cette information-là parce que les alternatives sont hyper faciles. Et encore là, c'est en lien avec l'environnement. Une fois que tu as le bon griffoir, placé à la bonne place, normalement, tu règles ton problème assez facilement. Quand tu n'as plus de sofa, c'est facile. Ouais. Moi, je pense que les gens, ils sont paresseux. Ils ont juste à écouter la télé de bout. Oui. Ben, ça pourrait réduire beaucoup l'obésité chez les gens en commençant les problèmes de dos. C'est joke. Les douleurs au dos et aux genoux. Ah là là. Oui. Pour une autre question de général, pour avoir ton avis, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'intervenants en comportement de chat? Ou pourquoi il y en a moins que de chiens au Québec en ce moment, là, d'après toi? Ben, on ne se le cachera pas parce que c'est un domaine qui est relativement nouveau, parce que les gens ne nous connaissent pas. Là, c'est l'offre et la demande. Là, je veux dire, si les gens ne le demandent pas, les gens qui viennent dans le domaine actuellement savent qu'ils pourront. En tout cas, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'ils puissent en vivre. Okay? Mais ça se fait. Hein? En passant, j'ai des gens de mon équipe qui vivent parfaitement bien, très heureux de vivre de leur passion d'ailleurs, plutôt que de faire du 9 à 5 dans un bureau, de faire ce métier-là, c'est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus enrichissant. Là. Et donc, ça se fait quand on fait les choses comme il faut. Faut pas s'improviser. Faut quand même avoir un petit sens de la business. C'est pour ça que de prendre des cours qui vont, te former toi, mais qui vont te former en tant qu'entrepreneur, faut quand même avoir une petite base de business. Là. Faut que tu fasses. Création d'entreprise. Ou si toi, tu ne l'as pas, va chercher de l'aide qui va t'aider à faire ça. Okay? C'est pour ça qu'on a parti Annie Management. Entre autres, c'est pour aider ces gens-là qui font ça. Donc, je pense que c'est ça. C'est que les gens, ils se disent, tu sais, Francis, t'es le premier à le voir là, dans l'ICF. Là. Les gens prennent le cours de l'ICF en se disant, je vais commencer là, tranquillement, de soir, tranquillement, pas vite, pour qu'à un moment donné,
je bâtisse ma business, puis là, à un moment donné, je vais le faire. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ben là, je suis vraiment tanné de ma job, là, puis je me donne 1 an, 2 ans, là, je vais bâtir ma business comme ça. Ou les gens qui s'en vont à la retraite, qui disent, ça, c'est mon projet de retraite. Ouais. C'est souvent des gens comme ça. Puis c'est une pas pire façon de penser. C'est une bonne façon de penser, de dire, tu commences doucement, tu vas tranquillement. C'est prudent, c'est le bon mot. C'est la beauté de ce métier-là, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter de building, tu n'as pas besoin d'acheter d'équipement, tu as juste besoin d'investir sur une bonne formation, puis de partir comme il faut, de prendre ton temps, d'y aller tranquillement, pas vite. Puis moi, je compare souvent la période actuelle à une période de la ruée vers l'or aux États-Unis. C'est pas dans 6 ans que c'est le temps. Parce que dans 6 ans, quand tu vas arriver, l'or, elle va tout être parti. C'est là, c'est là que tu commences pour que quand la vraie affaire va arriver, ben là, tu es prête, tu as de l'expérience, tu es capable d'aider les gens de la bonne façon et tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, là, c'est le bon temps de faire faire le move, mais c'est ça, c'est juste de pas s'en aller là-dedans en disant, bon, je change de métier et je veux faire 450 000 par année. Non, c'est vraiment pas ce métier-là pour ça. Donc, ça attire pas beaucoup les gens sur ça parce que c'est pas quelque chose de sécurisant, là, à proprement parler. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça t'entendre, Daniel, sur quelque chose, de plus un conseil. Si tu avais à donner, mettons, un top 3 des conseils à un propriétaire de chat, un nouveau propriétaire de chat, peu importe, là, mais c'est quoi les 3 grandes choses que tu lui dirais? La première, improvise-toi pas. Va faire affaire avec des professionnels. Donc, va voir des sites. Il y a des sites de professionnels qui sont réputés. Demandez à votre vétérinaire. Les vétérinaires, là, ils réfèrent pas n'importe qui, je vous garantis. Là. Leur réputation est en jeu, puis ils veulent pas nuire aux animaux, c'est la dernière chose qu'ils veulent faire. Donc, s'ils vous réfèrent quelqu'un, normalement, dans la majorité des cas, c'est quelqu'un qui est relativement compétent. Donc, allez voir les sites Internet, allez voir ce genre d'informations-là. Évidemment, évitez les groupes Facebook, évitez les articles de magazine, à moins que l'article soit vraiment écrit par quelqu'un de compétent, là, qu'on voit comme ça. Donc, informez-vous avant, premièrement, d'adopter votre chat. Si vous avez déjà un chat, faites juste penser que votre animal est un animal qui est très attaché à son environnement et donc l'environnement, c'est l'affaire la plus importante. Donc, il faut que vous soyez prêts à faire des petits sacrifices au niveau de votre environnement. Oui, ça va vous prendre 2 litières au minimum si vous avez un chat. Puis ces 2 litières-là ne doivent pas être au sous-sol. Ils doivent être dans différentes pièces, à différents étages. C'est juste de penser à ça, de dire, je vais avoir besoin probablement d'un arbre à chat ou de laisser mon chat monter ses comptoirs et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le chat qui est à table pendant qu'on mange. Non, ça, on est capable d'éduquer un chat à rester par terre. C'est facile, mais il ne faut pas s'improviser là-dedans. Donc, gérez votre environnement, assurez-vous que vous avez un environnement qui est bien adapté parce que vous vous êtes informé sur les besoins du chat avant. Et la deuxième chose, je pense que Francis l'a très bien dit, attendez pas 2 ans quand vous avez un problème. Okay? Allez consulter tout de suite les bonnes personnes, que ce soit éducateur ou n'importe quoi. Comme on l'a dit au Québec, on a du monde qui font ce métier-là, qui sont compétents. Vous avez très peu de chances de vous planter au Québec en comportement félin si vous faites affaire avec des gens. On a formé du monde compétent. Il y a d'autres formations, comme par exemple ASCA, Anne-Lise Paul avec sa gang, avec Marine Cassoret. Marine Cassoret. Oui. Moi-même, j'ai pris le cours de Marine pour... J'en ai pris plusieurs. Okay? Donc, tu sais, les gens disent, mais non, tu es en train de référer ton compétiteur. Non, on n'est pas des compétiteurs, je l'ai dit tantôt, on est là pour aider les chats. Donc, l'ASCA donne un très, très, très bon cours. Éducateur, évidemment, donne des bons cours. Il y a des bons intervenants. Faites-leur confiance. Faites pas affaire avec n'importe qui. Assurez-vous qu'ils sont compétents. Mais c'est ça. C'est surtout ça, moi, que je veux passer comme message. Nice. C'est passé. C'est passé, en effet. J'aime ça entendre autant d'inciter les gens à collaborer entre professionnels. Je trouve que c'est un bon indice de crédibilité. Tu sais, quelqu'un qui génère de la méfiance. Ah non, écoute-le pas, lui dit n'importe quoi. Puis ton message, si tu mets de l'emphase là-dessus, comme jadis, dans le domaine du comportement canin, justement, c'était des deux bords. Hein. Tu sais, on disait beaucoup, c'était les vétérinaires qui ne faisaient pas confiance aux intervenants, mais les dresseurs, ils disaient beaucoup, ah non, ton vétérinaire connaît rien là-dedans. Puis il a peut-être raison, mais tu sais, si tu es professionnel, tu ne le dis pas. Tu
tu passes le message autrement ou tu mets de l'emphase sur les solutions. En tout cas, j'aime entendre ça. Ça, c'est un bel indice qu'au Québec, on a justement des très bons intervenants en comportement de chat. Vraiment, mais c'est de parler contre les autres, surtout dans notre domaine, tout ce qu'elle fait, c'est que ça crée de la méfiance. Parce que le propriétaire, là, il n'y a aucun moyen de vérifier si on est compétent ou non. On n'a pas d'ordre professionnel, on n'a pas de formation reconnue. Donc, la personne arrive, puis là, ça commence à entendre, elle a dit que lui, il n'est pas bon, puis lui a dit que lui, il n'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Elle va dire, hey, moi, je ne prends pas de chance. Moi, là, on va m'organiser avec mes problèmes, tout ça. Alors que si on collabore entre nous, un, on va enlever cette méfiance-là, mais deux, si on se parle entre nous autres, puis qu'on se partage des trucs, puis qu'on se dit, hey, j'ai fait telle formation, puis telle affaire, ça fait monter tout le domaine, exactement, Francis, ça fait monter la connaissance du domaine en général. Tout le monde sont là, on collabore ensemble, et donc on va pouvoir aider les animaux de la bonne façon, puis ceux qui vont en profiter, ben, c'est les animaux. C'est ça que j'essaie de dire le plus possible dans notre domaine, parce qu'on n'a pas cette rigueur-là de... On voit qu'il y a des associations là, comme l'APCP qui commence ou je me rappelle jamais le RICQ, c'est ça? L'RQIC pour le canin, là. C'est ça. Donc, il y a des associations qui sont en train de s'organiser tranquillement pas vite. On n'est pas encore là au niveau où on pourra dire les gens qui sont membres de ça, c'est des gens tous compétents. On n'est vraiment pas là. C'est plus des associations pour s'entraider. Mais j'espère qu'à un moment donné, on va... C'est des valeurs. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est pas pour les techniques, mais c'est pour les valeurs de genre de bien-être, de on ne choque plus les chiens, puis on leur met plus des colliers électriques. C'est ça. Il n'y a pas une rareté non plus de la demande, donc il n'y a aucune raison d'avoir une compétition. C'est ça. C'est comme en ce moment, là, il n'y a pas assez de vétérinaires. Donc, quand il y a une clinique qui ne peut pas voir comme le nouveau client avec son nouveau animal, son nouvel animal, ils font comme il y a une clinique à côté, tu peux regarder, voir si tu des clients. C'est pas comme ben non, je ne vais pas t'aider. Donc, personne n'essaie de vraiment tirer la couverte, je pense, dans ces cas-là, parce qu'il y a trop de demandes et il n'y a pas assez d'offres. Donc, ça va nous nuire si on fait ça. Ça va nous nuire parce qu'on garde notre connaissance pour nous en pensant que c'est un avantage compétitif, mais il n'y en a pas de compétition, fait que ça ne te donne rien de faire ça. C'est totalement ridicule. Puis en passant dans le domaine félin, avant qu'on en arrive à un point où on va faire de la compétition, là, le domaine canin, là, ça fait quoi? Ça fait au-dessus presque 50 ans probablement que ça existe, le métier. Probablement, oui. Ils sont même pas encore là. Statistiquement parlant, là, ils sont à peu près à 18,5% de pénétration de marché. C'est-à-dire qu'il y a à peine 20% des gens qui font affaire avec des intervenants en comportement canin quand ils ont un problème. Ouais. Fait qu'imagine, au niveau félin, c'est moins de 1%. Là. Ah, c'est clair. Avant qu'on atteigne le 50%, qui est là où on doit commencer à s'inquiéter d'une compétition, là, on est une couple d'années, une couple de décennies, j'aimerais même dire. Ben, tant mieux parce que c'est les chats qui vont en bénéficier au final. Ouais. Parce que les gens vont avoir de l'abondance d'avoir des solutions, de pouvoir consulter quelqu'un de compétent. Yeah. Exactement. Hey! Mais je pense que ça finit bien notre... C'est pas positif. Fait que, merci beaucoup de nous avoir donné ce temps-là. J'ai hâte de voir la réponse des gens. J'ai hâte de voir justement, pour ceux qui nous écoutent, si ça vous a incité, si c'était nouveau, le comportement félin de dire des psychologues de chats, ça existe. Puis si ça vous a incité à dire justement, j'ai un problème, puis je savais pas tourner ma tête. Fait que gênez-vous pas, on va mettre le lien comme de headchatter.com dans les commentaires. On va le mettre en description. Puis gênez-vous pas. S'il y a une chose qu'on peut donner aussi à Headchatter qui sont renommés, c'est d'être très généreux de l'information. Sur le site Internet, il y a des chroniques pour justement des premières solutions à faire, à essayer. Encore une fois, si le vétérinaire a été checké en préalable, là, parce qu'on veut tout le temps écarter le domaine médical. Mais bref, super généreux, des belles chroniques, vulgarisées, ludiques. On se le dit, j'aime le petit ton humoristique des Headchatter. On aime ça, hein? On est tous pas mal de même. Le message passe bien comme ça. Les statistiques démontrent, c'est 50% des gens qui consultent nos chroniques qui vont régler en grande partie leurs problèmes. C'est beaucoup, là. On pourrait pas qu'on se tire dans le pied, mais dites-vous, c'est parce qu'on fournit pas. Il y a tellement de gens qui nous demandent des consultations. Là, on donne ce qu'on peut. Le reste du temps, c'est genre, regarde, des fois, c'est tellement facile, faites-le vous-même. Puis souvent facile. Ouais, c'est ça. Fait que gênez-vous pas, allez voir headchatter.com. Puis si vous êtes intéressé par les formations de public ou professionnels, tout est détaillé sur le site. Voilà. Hey. On répond à tous les messages qu'on nous envoie au info@headchatter.com. C'est mon équipe au complet qui contribue à répondre à tous les messages. On répond à plus de 5000 messages
par année. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. On est là pour vous aider. Allez voir sur le site Internet pour le bien-être de vos petits chats. C'est ça qui est le plus important. Ben, parfait. Monsieur Daniel Filion, merci. Madame Santerre, merci, Monsieur Rousseau, très gentil. Continuez votre excellent travail. J'espère un grand succès pour votre projet. Je pense qu'on a besoin de ce genre de discussion-là, de partage-là, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau du public. Vous remplissez un grand besoin, puis n'importe quand que vous voulez m'avoir, moi j'ai du fun au bout, vous m'appelez. Ah, OK, parfait. Je prends note, c'est dans la poche. Et tiens le téléphone pas loin, on s'en reparle bientôt. Excellent, donc, parfait. À tout le monde, on dit au revoir. Hein? OK, bye. Bye.